Que s'est-il passé la nuit dernière? Nous étions censés assister à une attaque américaine dévastatrice, massive, contre l'Iran, visant les réseaux électriques et les infrastructures, y compris les infrastructures civiles iraniennes, parce que Donald Trump voulait mettre beaucoup de pression sur le gouvernement iranien pour qu'il accepte son accord. On ne sait pas ce que cela signifie. Moi-même, je me demandais, qu'est-ce que c'est que ça? Et peut-être que vous pouvez y répondre. L'autre point, c'est qu'il a dit que l'Iran, avec des pays du Moyen-Orient, l'avait contacté. Ils lui ont dit, « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Et il a décidé d'annuler l'attaque. Et voici ce que nous avons appris. Dans la même déclaration qu'il a publiée aujourd'hui, il a dit que le détroit d'Ormuz est ouvert en ce moment, qu'ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz. Et voici ce que vient de déclarer, il y a quelques instants, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Baghaei. Il a dit que l'Iran était proche d'un accord avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz. Premier point. Deuxième point. Parvenir à un accord ne signifie pas que le détroit sera ouvert. Il restera fermé jusqu'à ce que nous le jugions approprié. L'Iran n'a rien demandé aux États-Unis et Trump a reculé face à la puissance militaire iranienne. Et si les États-Unis osent commettre un acte d'agression insensé, notre réponse touchera toute la région. C'est ce dont il parlait. Si vous nous attaquez, nous allons détruire toutes les infrastructures. Il parlait des installations pétrolières de la région. Alors, au vu de cette situation actuelle, quelle est votre lecture? Qu'est-ce que cela signifie lorsque Donald Trump dit qu'ils vont accepter, qu'ils doivent accepter mon accord? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de ce que l'avocat Robert Barnes appelle l'aveu par projection. C'est se regarder dans le miroir et se crier dessus, inconsciemment. Parce que je ne pense pas que l'Iran ait fait la moindre démarche. Je pense qu'il invente ça, comme un dialogue intérieur. Je pense que son esprit n'est plus ce qu'il était, même il y a seulement quelques années. Mais du point de vue iranien, le mémorandum d'entente est mort. Sauf qu'il sert désormais de base, de ligne de départ. Tout accord conclu à l'avenir inclura l'intégralité du mémorandum d'entente précédent et même davantage de conditions, parce que la position de l'Iran est plus forte aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute. Donc, mémorandum d'entente, point numéro 5. Très explicitement, et Trump l'a signé en vidéo, les termes exacts disent que l'Iran administrera le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, sans frais, ce qui permettrait, en quelque sorte, aux navires qui s'y trouvent de sortir sans pénalité. 60 jours, vous pouvez partir. Et il mènerait un dialogue avec Oman. Pas une administration partagée, mais un dialogue avec Oman, et il consulterait aussi les autres États du Golfe. Mais le point essentiel, c'est que l'Iran administre le détroit d'Ormuz. Nulle part dans le point 5, il n'est dit que les États-Unis ont le moindre rôle, quel qu'il soit. Zéro. Donc le mémorandum, le point 5, a volé en éclats quand nous avons essayé de faire passer ce canal du sud d'Oman sans consulter l'Iran, d'aucune manière. C'est à ce moment-là que, vous savez, l'action militaire a commencé parce que l'Iran était d'accord. C'est nous qui l'administrons. Nulle part il n'est écrit, avec un astérisque, que la marine américaine peut passer par le bas. Et d'ailleurs, pour moi, c'est très, je ne sais pas si le mot est déshonorant. Mais ce n'est pas très courageux de dire à de gros pétroliers lents d'emprunter le canal d'Oman, l'étroit canal d'Oman au sud, pour sortir, alors que nos propres navires de guerre ne le font pas. Si c'est sûr pour un méthanier, alors ça doit l'être pour un destroyer de la classe Arleigh Burke. Depuis la guerre du 28 février, les seules fois où nos destroyers se sont approchés du détroit d'Ormuz, c'était pendant le cessez-le-feu, quand de véritables négociations étaient en cours. J'imagine que le calcul était le suivant. Tant que le président ou le vice-président Vance est à Islamabad,
ils ne tireront sûrement pas sur un navire américain ce jour-là. Donc, nos destroyers ont fait de brèves incursions dans le détroit d'Ormuz, puis en sont ressortis. La deuxième fois qu'ils ont essayé, je pense qu'on peut encore se demander s'ils ont essuyé des tirs ou si un système de conduite de tir les avait verrouillés. Mais nous n'y faisons pas passer nos navires de guerre. En revanche, nous demandons à de gros pétroliers lents, des pétroliers non armés, d'emprunter ce chenal que nos navires de guerre n'utilisent pas. Pour moi, c'est un gros problème. D'après ce que je comprends des nouvelles discussions avec Oman, tous les navires devront emprunter la route iranienne. C'est le chenal de l'Arak, entre l'Arak et l'île de Keshm pour entrer. Cela donne à l'Iran la possibilité d'inspecter chaque navire et d'autoriser son passage ou non. Parce que je pense qu'au fond, l'une des lignes rouges de l'Iran sera qu'ils ne permettront jamais aux navires de guerre américains de revenir dans le Golfe Persique. Jamais. C'est une voie sans issue, désormais. Le quartier général de la 5e flotte, à Bahreïn, a été détruit et évacué. Le personnel américain a été renvoyé chez lui. Les personnels de la marine sont soit en mer, à bord des navires, soit ont quitté Bahreïn. Mais je ne pense pas qu'on reverra un jour des navires de guerre américains accostés à Bahreïn. De même, ils ne veulent pas de navires qui acheminent du matériel de guerre, par exemple vers le Koweït, les Émirats arabes unis ou n'importe quel pays du Golfe. Pendant Tempête du désert, en 1991, le port de Jubail était un immense port de transit pour le matériel de guerre américain. Nous avons passé des mois à décharger des chars, des obus d'artillerie, tout ce qui était nécessaire pour soutenir les troupes. Nous y avons passé des mois. On dirait qu'on a perdu Matt. Je vais voir s'il revient. Je pense que c'est un problème de connexion. Comme il l'a dit, il est dans une chambre d'hôtel en ce moment, j'imagine. Yes, je pense qu'il revient. Et nästa vi vara ça. Check it out here. And I'm gonna focus today. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les bases américaines dans la région, parce que Matt a beaucoup d'informations sur ces bases. En gros, si les États-Unis décident de rester dans la région, ils doivent faire quelque chose. Sinon, cela signifie que les États-Unis changent de politique. Nous savons que l'Arabie saoudite est très préoccupée. Ils ont parlé à Donald Trump hier soir. MBS a parlé à Donald Trump. Et d'autres gouvernements de la région ont également appelé Donald Trump parce qu'ils savent que toute forme d'escalade signifie que leur économie va être dévastée, qu'elle va être affectée par la guerre. Et ce qui m'a quelque peu surpris, c'est la participation israélienne à la guerre. It was the Israeli participation in the war. Just moments ago, before coming to this live, il y a quelques instants, juste avant de lancer ce direct, nous avons reçu un nouveau reportage dans les médias israéliens. Il affirme qu'une source de sécurité israélienne a déclaré à Cannes News que la décision du président Donald Trump d'annuler une frappe de grande ampleur prévue contre l'Iran nuit à la préparation opérationnelle et compromet la planification militaire. Cela signifie qu'Israël, selon ce reportage, préparait cette attaque depuis des semaines. Ils avaient tout préparé. Puis Donald Trump, tout à coup, a décidé d'annuler cela. Ils n'en sont pas contents. Et nous ne savons pas quelle part de ce qu'ils disent est vraie. Vous vous souvenez, lorsque la guerre a commencé le 28 février, il y avait un problème avec Israël, parce qu'au fil de la guerre, les Israéliens se désengageaient peu à peu du conflit. D'une certaine manière, vous savez, tout le poids retombait sur les Américains. Les Israéliens se concentraient alors surtout sur le Liban et sur le sud du Liban, parce qu'à cette époque, ils essayaient de mener une sorte d'opération dans le sud du Liban où ils se heurtaient au Hezbollah.
Et on se souvient que le Hezbollah utilisait des drones FPV, ce qui est devenu une sorte de problème stratégique pour Israël. Comme l'a mentionné l'ambassadeur israélien à l'ONU, il a dit qu'ils utilisaient ces drones et que nous n'avions aucune solution contre cela. Ils ne frappent pas seulement les armes, ils frappent aussi les batteries du dôme de fer et les défenses aériennes. Et en plus des pertes au sein des forces israéliennes, beaucoup de soldats israéliens ont été tués dans les derniers jours de la guerre dans le sud du Liban, avant que ce soi-disant cessez-le-feu n'entre en vigueur. Donc je pense qu'en gros, ce qui se passe, et voilà, Matt est de retour. Oui, désolé pour ça. Désolé. Je vous en prie. Oui, je suis dans un hôtel. Mais oui, ce que je disais, c'est que pendant la guerre du Golfe de 1991, le port de Jubail était tout simplement immense, tout comme d'autres ports en Arabie Saoudite. Toute la flotte marchande américaine acheminait encore davantage de matériel. Et dans un cas, avant que l'opération ne soit d'abord appelée Bouclier du désert, puis Tempête du désert, quand l'Amérique est passée à l'attaque, un missile Scud est en fait tombé dans l'eau, tout près d'un immense quai, un quai long comme plusieurs terrains de football, chargé d'obus d'artillerie, de roquettes et de choses comme ça. Et à l'époque, les missiles Scud étaient très imprécis. Et c'est seulement par chance que ça est tombé dans l'eau. Vous savez, à 100 mètres de cette jetée remplie d'obus, d'artillerie. Si ça avait touché la jetée, ça aurait dévasté le port de Jubail et tué des milliers d'Américains, sans aucun doute. Mais c'était en 1991. Aujourd'hui, l'Iran peut tout à fait viser avec précision un seul bâtiment de caserne ou un hangar, avec un missile dont la portée et la charge utile sont supérieures à celles de ces Scud. Et cela a complètement changé tout l'équilibre des forces dans la région. Il n'est pas question que Jubail, Kuwait City ou n'importe quel autre endroit redevienne un avant-poste militaire américain. C'est aussi prévu dans l'ancien protocole d'accord, la fermeture à terme de ces bases. J'ai fait une carte qui montre environ 15 bases américaines, de la Jordanie au Koweït jusqu'à Oman, et certaines ont déjà été évacuées, comme à Bahreïn. Erbil en Irak est en cours d'évacuation. Ce sont des bases que nous avons depuis des années. Et je pense que quand tout cela sera terminé, les États-Unis auront quitté la région. Je ne vois pas, Trump peut dire qu'on va rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais lorsque le détroit d'Ormuz sera ouvert, il sera, je pense, contrôlé par l'Iran. Et plus aucun navire de guerre américain, ni aucun navire chargé de matériel militaire américain, n'entrera plus jamais dans le golfe Persique. Permettez-moi d'afficher la carte que vous avez partagée sur votre compte X au sujet des bases américaines. C'est bien ce que vous avez préparé, si je ne me trompe pas, oui? Oui. Ensuite, on voit toutes ces bases autour de l'Iran. Je pense que les plus importantes, l'une d'elles se trouve à Erbil, parce qu'elle est proche de la partie occidentale de l'Iran. Dans l'ouest de l'Iran, il y a eu de nombreuses attaques depuis le Koweït, avec des Chimars, visant cette région, la province du Khouzistan, qui est si proche de la frontière irakienne. Et elle peut être ciblée depuis le Koweït. Et puis Erbil est proche des ports de la mer Caspienne, des liaisons ferroviaires, et ainsi de suite, ainsi que de la ville de Tabriz. Oui. Et concernant les bases américaines là-bas, on a appris récemment qu'ils vont retirer tous ces systèmes patriotes du Kurdistan irakien, c'est-à-dire d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Comme vous le voyez sur cette image, c'est Erbil. Ça s'appelle la base aérienne d'Erbil Harir, la base aérienne d'Al-Harir, comme ils l'appellent. Et selon vous, ils ont encore 5 systèmes patriotes au Kurdistan irakien, si je ne me trompe pas. Et le même rapport disait qu'ils allaient les retirer d'ici septembre.
Ça veut dire que personne ne va rester là pour assurer le soutien. Je ne sais pas ce qui va arriver à la base aérienne. Quelle est votre compréhension de la situation? I don't know what would happen to the airbase. What is your understanding of that? Well, I think that two of maybe the Eh bien, je pense que deux des vidéos les plus importantes que j'ai vues la semaine dernière étaient du professeur du MIT, Ted Postol. L'une était avec le colonel Dan Davis dans son podcast Deep Dive, et je crois que l'autre était avec Mario dans son podcast. Mario on his podcast. Il était avec moi. Oh, sorry. Oh, pardon. Oui, votre frère de l'autre côté de l'eau, là-bas. Across the water there. Oui, I'm sorry. Once I called him. Je suis désolé. When I was on his show. Une fois, je l'ai appelé Nima quand j'étais dans son émission. Those are fantastic. Mais ces vidéos sont fantastiques parce que je pense qu'on en arrive à la conclusion que le système de défense Patriot ainsi qu'un système TAAD ont été essentiellement une fraude. Ils ont prétendu à un taux de réussite qu'ils ne méritent pas. Donc si vous dites que le Patriot est efficace à 90%, mais qu'en réalité, vous avez toujours su qu'il était efficace à 10% ou moins, comme le dit le professeur Postol, alors que doivent penser la Corée, le Japon, l'Arabie Saoudite et le Koweït des milliards de dollars qu'ils ont dépensés. Saudi Arabia and Kuwait think about the billions of dollars they've spent. You know, if I was selling the police a Vous savez, si je vendais à la police un gilet pare-balles, mais qu'il était simplement en coton et qu'il n'arrêtait pas les balles, ils le testeraient et diraient « Écoutez, nous n'achetons pas ces gilets pare-balles. Ils ne sont pas pare-balles. » Mais comment tester un patriote? Vous inventez une histoire sur les Scuds pendant la guerre du Golfe. C'est faux, comme Ted Postol l'a montré et analysé en détail. Ensuite, vous vendez le système. Donc, on a vu des soldats qui étaient censés être protégés par des patriotes, vous savez, être tués et blessés. Et je ne pense pas que qu'il y ait des patriotes à Erbil ou non, la vraie question soit, ont-ils réellement fonctionné? Sont-ils efficaces? Are they effective? And as Dr. Postal says, Et comme le dit le docteur Postol, si l'on ajoute le facteur hypersonique et le guidage GPS chinois, lorsqu'il passe en mode hypersonique, l'ogive dispose d'un petit moteur fusée qui l'accélère pendant les 30 dernières secondes. Et le Patriote ne peut pas y faire face. Ils peuvent aussi désormais manœuvrer et changer de direction pendant leur descente. Le Patriote ne peut pas gérer ça non plus. Donc, progressivement, et cela n'est pas encore parvenu au public de la télévision américaine, seulement aux personnes qui étudient ces questions militaires. On constate que le Patriot ne fonctionne pas. Alors les patriotes qui restent, je pense qu'ils vont les ramener vers les bases aériennes en Jordanie et bien sûr en Israël. they're going to move back to the Jordan air bases and of course Israel. Because, you know, we've moved our air tankers. Parce que vous savez, nous avons déplacé nos avions ravitailleurs, nos avions de ravitaillement en vol, de plus en plus loin à l'arrière, jusqu'en Jordanie. C'était l'objectif des frappes iraniennes de la semaine dernière en Jordanie, sur la base aérienne de Muwafaq Salti, je n'arrive pas à le prononcer, d'où sont sorties ces fameuses vidéos. Et je pense qu'il y a une autre grande histoire dans cette guerre, et elle va être énorme. Militairement, ça n'a aucun sens de n'avoir que 14 morts au combat, contre des centaines d'évacuations médicales. La seule explication que je vois, c'est que ce sont des blessures dues aux explosions. Si vous avez une alerte d'1 ou 2 minutes, peut-être même de 5 minutes, vous pouvez vous éloigner du hangar rempli d'avions de chasse que vous pensez susceptibles d'être pris pour cible. Mais il n'y a pas de véritable bunker sur la rive ouest du golfe Persique. Des bunkers souterrains, creusés dans une montagne, comme ceux qui sont construits en Iran, dans la région du Golfe. Là-bas, les bases militaires sont construites en surface. Et même les bunkers, ce sont par exemple des barrières anti-explosion en béton, comme un mur, ou même simplement des sacs de sable. Donc ils protégeront un soldat qui a 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes d'alerte. Ils pourront le protéger des fragments de matériaux qui volent dans les airs.
Et donc, vous n'aurez pas forcément une blessure traumatique, comme une amputation, vous voyez, mais ça ne vous protégera pas contre le souffle. Vous pouvez être de l'autre côté d'un mur, mais l'onde de choc va quand même vous blesser très très gravement. Alors, vous ne vous viderez peut-être pas de votre sang, au sens où vous savez, votre bras aurait été arraché. Mais vous subissez une surpression énorme. Dans les vidéos du docteur Postal, il montrait des images de villes comme Tel Aviv ou Washington et expliquait les PSI, les livres par pouce carré, ainsi que les différents dégâts causés aux bâtiments. On pourrait faire la même chose pour des êtres humains qui se trouvent simplement dans un certain rayon autour de cette explosion, même s'ils sont de l'autre côté d'une barrière en béton. Ça ne les protège pas de l'onde de choc, seulement des débris, des projectiles, mais pas de l'onde de choc. Donc je pense que l'un des grands sujets de cette guerre va être de savoir combien de nos soldats américains, de nos sous-traitants et d'employés locaux, car beaucoup sont recrutés sur place, vont souffrir de traumatismes crâniens et d'autres effets liés aux explosions. Cela peut avoir des conséquences à vie, des changements de personnalité, des troubles de l'équilibre, des problèmes d'attention, et cela peut être très dévastateur. Je pense que pour l'instant, les médias américains n'en parlent absolument pas. Qu'est-il arrivé à ces centaines de soldats évacués en Allemagne? Qui leur rend visite? Quelle est leur version? Maintenant, ils parlent de leur retirer leur smartphone, leur téléphone portable, pour qu'ils ne puissent pas filmer, comme on l'a vu depuis la base aérienne en Jordanie. Mais en réalité, c'est surtout destiné au public des médias américains, parce que pour l'Iran, qu'un Américain publie une vidéo ou non, c'est sans importance. Des Jordaniens sur place, ou n'importe qui, dans n'importe quel pays, qui voit le missile tomber et filme la scène, publie ensuite ces vidéos sur Internet. Et il est extrêmement facile de géolocaliser le point d'impact exact. Contrairement à la guerre du Golfe, où l'on pouvait se demander comment faire croire que les missiles frappaient à différents endroits, aujourd'hui, on ne peut plus truquer ça. Aujourd'hui, avec les vidéos prises sur téléphone portable, mais aussi parce que les Iraniens s'assoient avec les Chinois et les Russes pour regarder les images satellites, ils peuvent déterminer leur précision à quelques mètres près. Donc, peu importe que les soldats américains aient un smartphone ou non, vous ne pouvez pas cacher l'emplacement exact. Et puis, au bout de quelques jours, les images des satellites commerciaux sortent et montrent que c'est bien le bâtiment précis qui a été frappé, ou le site radar précis. C'est pourquoi je pense que Trump recule. Dans les médias américains, on dit que le prince héritier MBS a parlé à Trump et lui a dit « Ne le faites pas, parce que la région sera dévastée. Les usines de dessalement seront hors service et l'eau deviendra un problème majeur. » Mais il y a autre chose qui s'est produite il y a quelques jours à peine. Cette frappe de drone sur Damiette en Égypte, de l'autre côté du canal de Suez, donc plus loin de l'Iran. Alors, qu'on considère que ce sont les Houthis ou les Iraniens qui l'ont lancé, ce n'était qu'un drone. Vous savez, les Russes ont des modèles à turboréacteurs, mais les Iraniens utilisent surtout des drones à hélices, avec des moteurs à piston. Ils sont très lents et volent à basse altitude. S'il a traversé toute l'Égypte, ou s'il est passé au-dessus de la Méditerranée avant d'entrer en Égypte pour frapper Damiette, alors il aurait pu frapper n'importe où dans la zone du canal de Suez, n'importe où en Égypte. Mais ce qu'il a visé, c'est une installation de GNL, un méthanier, converti en unité de regazéification. C'est donc un navire. Il a des hélices, mais en réalité, il reste amarré au même endroit pendant des années. Si les contrats changent ou s'ils font autre chose, il pourrait être déplacé ailleurs. Mais il fait partie du système de regazéification de l'Égypte. Donc, un méthanier venant du Qatar ou de n'importe où, ou bien un gazoduc depuis le Qatar,
le méthanier décharge sur cette unité de regazéification. Ensuite, le gaz est transformé en gaz naturel et injecté dans le réseau égyptien ou envoyé vers des centrales électriques, des usines, enfin, vers tous ceux qui utilisent du gaz naturel en Égypte. Si ce n'avait pas été un drone, mais un missile de type Khorramshahr qui avait frappé, comme Ted Postol le décrivait, en touchant Washington ou Tel Aviv, alors l'énergie de ce GNL aurait pu être libérée dans une explosion massive, une explosion de l'ordre de la kilotonne, qui aurait dévasté la zone portuaire de Damiette et coupé aussi l'approvisionnement de l'Égypte en gaz naturel. Vous savez, ces installations, toutes les installations de GNL, portent partout la mention interdiction de fumer, n'est-ce pas? Évidemment. Mais elles sont équipées de systèmes de lutte contre l'incendie, parce que si quelque chose échappait à tout contrôle sur l'un de ces navires, il faudrait éteindre le feu immédiatement. Vous savez, la moindre fuite, toutes les canalisations, le moindre dégazage, elles doivent avoir des moyens de lutte contre l'incendie. Donc, tirer un drone sur cette installation, c'était strictement un avertissement, une petite tape affectueuse, juste un avertissement doux et poli. La même chose pourrait se produire avec un missile balistique de moyenne portée et dévaster cette zone. Et puisque ce drone a survolé le canal de Suez, le même missile pourrait frapper. Et c'est important, cette installation de GNL touchée à Damiette était détenue par des Américains. Je crois qu'elle battait pavillon des îles Marshall, mais elle était détenue par des Américains. Si un navire américain dans le canal de Suez est touché, je veux dire, si l'Amérique et l'Iran vont se livrer à une guerre aérienne totale, sans aucune retenue, alors un navire dans le canal de Suez, touché par l'un de ces missiles, ce serait facile parce qu'ils avancent en ligne droite à seulement quelques kilomètres à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme un porte-avions qui file à 64 km à l'heure et qui tourne sans arrêt. Là, c'est dans le canal de Suez, à moins de 16 km à l'heure. C'est donc un calcul très simple. Si un navire est touché par un missile hypersonique dans le canal de Suez, il explosera. Vous savez, le porte-conteneur Evergreen, l'Ever Given, c'était il y a environ 5 ans. Il a simplement tourné du mauvais côté et s'est retrouvé enlisé dans le sable, mais le navire n'a pas été endommagé. Ils ont simplement dû faire venir des bulldozers, retirer du sable et faire pivoter le navire. Mais cela a fermé le canal de Suez pendant une semaine. En revanche, si un navire explose dans le canal de Suez alors que la guerre continue, demain, un autre navire pourrait exploser. Si vous dégagez celui-là, un autre sera détruit. Je suis assez âgé pour m'en souvenir. Je n'avais que 10 ans à l'époque. Mais en 1967, lors de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, quand Israël a pris le Sinaï et le plateau du Golan, en Syrie, le canal de Suez a été hors service pendant 7 ans. Il est resté fermé jusqu'après la guerre de 1973, la guerre du Kippour. Donc, vous savez, de mémoire d'homme, les dirigeants de toutes ces entreprises, des gens de mon âge, savent tous que le canal de Suez peut être fermé. Et si le canal de Suez, Bab el-Mandeb, la porte des larmes, et le détroit d'Ormuz sont tous fermés, alors l'Arabie saoudite et les États du Golfe sont complètement foutus. Parce que le pétrole qui sortirait d'Arabie saoudite ne peut pas passer sur de petits navires par le canal de Suez s'il est bloqué. Il faut aussi prendre en compte qu'une grande partie des produits finis et de la nourriture consommée dans les États du Golfe arrivent d'Europe et d'ailleurs par le canal de Suez. Tous les porte-conteneurs qui transportent des produits finis depuis l'Amérique ou l'Europe vers le Golfe, en passant par la mer Rouge, puis le détroit d'Ormuz. Les 3 passages sont bloqués. Cette région est dévastée. Alors que l'Iran reste relié à une douzaine de pays par ses frontières terrestres, ainsi qu'à la mer Caspienne.